je pense une des choses les plus tristes que je connaisse dans la musique, c'est la 15e scène de Wozzeck, où on voit le fils, le petit garçon de Wozzeck, qui doit avoir 8-10 ans, et qui chante hop là, hop là, hop là, il joue avec ses amis qui eux sont au courant, sa mère est morte, et lui ils veulent l'apprendre. Et c'est un peu comme le petit Quignol dans Pélas et Mélisande, qui voit les moutons partir le matin, et qui se dit mais où vont-ils? Et évidemment tout le monde a compris qu'ils partent à l'abattoir, et lui ne le sait pas encore. Et pour laisser toute ambiguïté, Maeterlinck qui écrit dans la bouche d'Ignol, je dois dire quelque chose à quelqu'un. Et pour moi, c'est la définition du mystère poétique. Quelque chose à quelqu'un, sans préciser. Et on sait que c'est qu'il va lui demander si les moutons vont vraiment mourir. Et ce qu'il adviendra de sa vie. Et puis il y a la musique de Debussy, qui a écrit plusieurs textes de mélodies, écrits, pas de la composition musicale, et je me suis servi d'un tout petit passage de ces textes pour le développer longuement dans le livre que j'écris en ce moment. Donc, encore une fois, je suis fidèle à mes passions littéraires, culturelles, qui changent, qui évoluent, mais qui sont toujours très prégnantes, très fortes. Merci Franck. Alors on peut demander à Charles, mais moi je voulais poser une question un peu parallèle, puisqu'on parle de musique là. Et ça m'intéresse de l'interroger là-dessus, parce qu'il a écrit là-dessus sur les chanteurs, les voix. Et si tu t'intéresses au fado, blues, flamenco, ouais. Tu peux en dire quelques mots parce que je prends une seconde, pardon. Oui, bien sûr. J'ai écrit un livret d'opéra qui s'appelait Verlaine Paul, qui a été joué à l'Opéra de Nancy et à l'Opéra de Marseille, et qui était chanté par mon ami François Leroux, qui est un des grands barytons français. Et encore une fois, là, j'étais en pleine contradiction avec moi-même, parce que je vivais dans un groupe de musiciens, de chanteurs, alors que j'aime tant être au seul, mais finalement, je ne regrette rien, quoi. Alors, je réponds à ta question. Oui, bien, voilà, oui, c'est tout simple, hein, j'aime beaucoup écouter ces chanteurs, chanteuses de fado, de flamenco. Il y a parfois aussi, je suis très touché par ce qu'on appelle une morna, hein, qui est un fado encore plus lent, plus grave. Là, on sent il y a une profondeur, une richesse d'émotion considérable. Et voilà, oui, je suis très touché par cela, par ces voix. Ça t'aide à écrire, ça? Non. Non, c'est pour savoir. Ah oui, non. Tout simplement. Non, et puis parfois, je sais qu'il y a des écrivains qui écrivent en écoutant de la musique. Oui. Et moi, ça ne peut pas m'arriver parce que quand j'écris, je n'entends rien. Donc, voilà, je ne pourrais pas écouter. Et puis ici, parfois, comme ça se produit l'été, en bas de chez moi, il y a parfois un accordéoniste qui joue tout l'après-midi, les fenêtres sont ouvertes et je ne l'entends pas. Donc, voilà. Et alors, une question avant de passer, pour finir avec Michel, sur les voix. Tu avais écrit dans le journal un très beau texte qui est, je crois, très connu maintenant, qu'on a beaucoup entendu. Un texte qui est une magnifique typologie, je veux dire, des voix. Tu évoques toutes les voix possibles et inimaginables. Et pourquoi cette passion pour la voix, pour l'écoute de la voix? Je ne sais pas le dire, parce que malgré tout, oui, une voix, ça exprime profondément ce qu'est quelqu'un. Hein.
elle est forcément en rapport avec toute sa subjectivité. Donc, oui, c'est vrai, je suis touché par les voix. Comme un portrait, la voix, Oui, comme un visage. c'est vrai, c'est vrai. Au même titre qu'un regard, une voix, elle exprime beaucoup de choses, je crois. Bon, alors, on finit avec Michel. La musique, Michel, Henri Pousseur. Oui. Il a tout fait, Michel, donc il a fait aussi ça. Oui, oui. Collaborer vraiment avec des musiciens. Ah oui. Comme aussi Franck. Oui. Est-ce que vous nous parlez un peu de ça pour finir? Ah ben, oui, j'ai beaucoup collaboré avec un musicien belge, un très grand musicien, Henri Pousseur. Nous avons collaboré pendant des années et il a été pour moi un professeur de musique extraordinaire. Alors j'ai écrit des textes pour lui et puis j'ai joué la partie, si je peux dire, de récitant dans des exécutions et c'est aussi quelque chose de tout à fait passionnant parce que c'est pas du tout la même chose d'écouter de la musique quand on est dans la salle et quand on est dans l'orchestre. Les musiciens entendent la musique autrement que le public pour lequel ils la jouent. Et quand on est récitant, eh bien on est à l'intérieur de la musique, donc on se met à entendre la musique comme un musicien. Et ça, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Alors, en ce qui concerne l'influence que la musique a pu avoir sur ce que j'ai écrit, bon, eh bien, évidemment, elle a été considérable parce que j'ai étudié un peu la musique pour savoir comment c'était fait et quelles étaient les structures qui étaient employées. Il y a des structures qui sont tout à fait comparables aux structures qui sont dans la littérature ou dans la poésie, naturellement. La poésie, d'ailleurs, autrefois était toujours liée à la musique. La poésie était toujours chantée au Moyen-Âge, toujours. Bon, ça s'est séparé peu à peu et ça se retrouve dans certaines formes comme la chanson ou comme l'opéra. Alors, donc, la structure de la musique classique, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et ça a joué un rôle considérable sur ce que j'ai écrit. Mais il y a aussi autre chose, qui est la musique de jazz a joué un rôle très très important pour moi. J'ai écouté beaucoup d'autres musiques, mais quand j'étais jeune, à la fin de l'occupation, la musique de jazz a été une découverte. Parce que pendant la guerre et surtout pendant l'occupation à Paris, bon, nous étions dans une véritable prison. Et c'est très difficile de se rendre compte de ça aujourd'hui. Et donc, il y avait quelques informations qui arrivaient par des radios qu'on écoutait clandestinement. Mais les informations culturelles, si j'ose dire, ne passaient plus. Alors la musique de jazz avait été connue en France entre les deux guerres déjà, mais pendant l'occupation, ça c'était quelque chose qui était totalement interdit, ça n'existait pas. Lorsque la fin de la guerre est arrivée, donc, nous avons retrouvé la communication avec toutes sortes de mouvements extérieurs, ainsi ce qui était arrivé à la peinture américaine, ce qui était arrivé à la musique américaine, et en particulier à la musique de jazz. Alors j'ai beaucoup écouté de la musique de jazz, j'ai dansé sur la musique de jazz, naturellement, et je me souviens, il y avait rue de la Gaîté un marchand de disques qui, tous les dimanches matins, faisait entendre des disques qui venaient d'arriver des États-Unis. C'est ainsi que j'ai entendu pour la première fois les disques bop, vous voyez, c'est-à-dire les disques de Charlie Parker, Miles Davis, etc. Alors, donc, j'ai été très impressionné par la musique de jazz. J'étudiais aussi, je découvrais toutes sortes d'aspects de la musique classique en même temps. J'ai été très impressionné et ça a joué un rôle très important dans ce que j'ai fait par la suite. Ça a joué un rôle très important d'abord dans la pratique de l'improvisation. Parce que lorsque
lorsque je fais des conférences ou lorsque je faisais des conférences, parce que c'est fini maintenant, ou lorsque je faisais des cours, eh bien j'improvisais toujours. Je préparais naturellement, très soigneusement, mais je n'avais jamais un texte définitif. Donc j'improvisais toujours et ça me demandait un effort considérable, mais ça me permettait d'inventer des choses sur le coup. Donc c'était beaucoup plus intéressant. C'était beaucoup plus intéressant pour les étudiants et c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Et je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de conférences en me promenant dans le monde comme ça. Et souvent je donnais le même titre, puis c'était le même thème, certaines conférences. Eh bien, je me suis rendu compte que lorsque j'avais fait une conférence sur un thème, là, lorsque j'avais fait une conférence 10 fois, eh bien, cette conférence commençait à s'être enregistrée à l'intérieur de ma tête. Et alors, il y avait comme un magnétophone à l'intérieur de ma tête et qui commençait à fonctionner. C'est-à-dire, je m'écoutais dire la conférence aux gens qui étaient devant moi. Et voilà. Et au bout d'un certain temps, ça m'ennuyait. Parce que, si vous voulez, j'avais envie de changer des choses. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'écrire ces conférences. Une fois que je les avais suffisamment faites, donc je les écrivais, et puis je trouvais d'autres thèmes pour que justement cet élément d'improvisation soit encore tout à fait vif. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été pour moi extraordinairement précieux. Et la musique de jazz était disons, un encouragement à la pratique de l'improvisation. Et j'ai rêvé pendant longtemps de faire de la poésie avec la musique de jazz, donc de dire de la poésie à l'intérieur d'un concert de jazz. Et j'ai réussi à la fin. Donc j'ai réussi. Maintenant, j'ai fait un concert avec un pianiste de jazz américain, Mark Copeland, mais j'ai pas osé improviser. Moi, lui a improvisé tout le temps, mais moi j'avais bien préparé mon texte. Et c'est une suite de poèmes qui s'appelle Sur la plage. Et je n'oserais jamais improviser de la poésie à l'intérieur d'un concert. Mais en lisant là, ce qui était bien, c'était que j'étais libre de mes silences, si vous voulez. Donc, le texte était entièrement rédigé, mais le ton du texte dépendait complètement de la façon dont le piano jouait. Et donc, je guettais le moment où je pouvais m'enfiler à l'intérieur du texte. Et ça a été une expérience tout à fait passionnante. J'espère que je pourrai recommencer. Et vous n'avez jamais chanté? J'ai jamais chanté pour de vrai, non. J'ai chanté quand j'étais enfant, j'ai chanté, et j'ai quelquefois, chez nous, à Lucinge, à l'Écart, nous faisons une soirée de Noël dans laquelle il y a un petit concert, et là, je chante. Voilà. Et c'est encore un peu Noël, là, vous voulez pas? Non, c'était pour rire. Mais Charles me posait une question, il voudrait que je vous pose une question. Donc je pose la question pour Charles. Oui. Il est tout à fait... je crois qu'il est assez subjugué. Il voudrait savoir comment vous avez pu faire tout ce que vous avez fait. Eh bien, je ne sais pas. Vous êtes le premier homme à ne pas dormir du tout? Non, je dors beaucoup. Ah oui. Et si je ne dors pas, je ne fais plus rien. Si j'ai une mauvaise nuit ou une nuit trop courte, alors le lendemain est perdu pour moi et je suis très malheureux, profondément malheureux. Mais alors oui, j'ai publié mes œuvres complètes là aux éditions de La Différence, qui ne sont pas complètes naturellement. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et alors, quand j'ai dû
relire tout ça, j'ai corrigé toutes les épreuves, et je me suis demandé vraiment comment